Les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien ont partagé les grandes lignes de ce grand rendez-vous à la presse ce matin. Le dialogue intermalien, pour rappel, a été initié pour ouvrir le débat afin de trouver des solutions idoines aux problèmes maliens par les Maliens. La loi d'orientation et de programmation de la justice 2020-2024 arrive à terme cette année. Les acteurs sont à ses goûts pour recenser les défis et les perspectives. Et c'est ce 20 février que le Mali a rendu hommage aux victimes des catastrophes aériennes dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des victimes de catastrophes aériennes. Au programme, projection sur l'évolution du secteur aéronautique et lecture de Coran pour le repos de l'âme des disparus. Restez avec nous pour le développement de ces titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Et cette audience au Palais de Koulouba, le président de la transition a reçu une délégation du Conseil national du patronat du Mali. Elle est venue présenter les conclusions de ses travaux. Parmi ces conclusions, l'attractivité de l'économie nationale et les patrons confirment leur disponibilité à accompagner la transition. Écoutons Mossadegh Bali, président du Conseil national du patronat du Mali, au micro de Garibou Pérou et de Adaman Camara. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par le président de la transition, chef de l'État. Une délégation du CNPM est venue lui rendre les conclusions des 5 groupes de travail que nous avions mis en place dès notre installation, après les élections patronales du 1er octobre 2022. Ces 5 groupes de travail ont planché sur les 5 facteurs de compétitivité d'une économie, à savoir l'énergie, les ressources humaines, les infrastructures, la fiscalité et le financement. Nous avons fait une synthèse au chef de l'État sur les principales recommandations de ces 5 groupes de travail et nous lui avions confirmé que nous étions disponibles pour son cabinet, ses conseillers, pour organiser des réunions de restitution en profondeur. Comme vous le savez, pour qu'une économie soit attractive, que ça attire non seulement des investisseurs étrangers, mais aussi des investisseurs nationaux, il nous faut de l'énergie, il nous faut des jeunes qui ont la bonne formation. Nous avons des formations qui ne sont pas du tout en adéquation avec les emplois que créent nos entreprises. Il nous faut des infrastructures. Ça ne sert à rien de produire des mangues à Sikasso s'il n'y a pas de route pour l'amener à Mopti, à Gao, à Kidal. Il nous faut une fiscalité bien répartie. La particularité du Mali, c'est qu'on a une injustice fiscale. 10% des entreprises payent 90% des impôts au Mali. Donc il faut élargir l'assiette fiscale, notamment dans le domaine du foncier qui n'est pas du tout fiscalisé. Et finalement, il nous faut des financements. Actuellement, le secteur bancaire vit une crise de liquidité. Donc c'est tous ces sujets dont on a débattu avec le chef de l'État. Il a été très à l'écoute. Il est resté très longtemps avec nous. Il a souhaité que ce genre de rencontres se multiplient. C'était très instructif pour nous, c'était très utile pour nous parce que depuis plus d'une décennie, l'économie malienne subit des chocs multiples. On a eu une inflation pour la première fois dans l'histoire de l'UEMOA qui a frôlé les 2 chiffres. Et donc, tous ces chocs ont quand même fragilisé l'économie malienne. Et il était important pour nous de venir échanger avec le chef de l'État et voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment nous atteler à relancer cette économie et à créer les centaines de milliers d'emplois dont notre pays a besoin chaque année, puisque nous avons une population très jeune, 70% de la population malienne a moins de 21 ans, et donc il nous faut créer des emplois. Nous vous l'annoncions hier, après 2 semaines d'absence, le Premier ministre a repris service. Il a rencontré les membres du cabinet et les travailleurs de la primature pour les féliciter et les remercier pour la qualité du travail accompli lors de son absence. Nous l'écoutons au micro de Alousseni Touré. Je reprends avec beaucoup d'énergie, parce qu'en réalité, vous savez, dans la vie de chacun, il y a des étapes. Moi, personnellement, j'ai constaté, durant toutes mes étapes de vie, dans les études, dans l'administration, chaque fois que je sors d'une très grave épreuve, ça veut dire qu'il y a des portes plus grandes qui s'ouvrent après. Et j'espère que cette fois-ci aussi ne va pas être la dernière. Je vous dire encore merci. Et il faut tenir.
Chacun d'entre vous peut être président ou premier ministre demain. Chacun d'entre vous. Parce que tous les cadres supérieurs ont vocation à diriger le pays, à diriger une cellule, à diriger quelque chose. Donc n'ayez aucun complexe et faites votre travail. Et travaillez dans la solidarité pour que notre équipe puisse réussir. Parce que comme je dis aux uns aux autres, je termine par ça, il est bon qu'à la fin de la transition, tout Malien qui s'interroge intérieurement puisse se dire que ces messieurs-là qui ont dirigé la transition, leurs collaborateurs, ils ont fait de leur mieux. Je n'étais pas d'accord avec eux, mais en réalité, on ne pouvait pas faire plus. J'étais d'accord avec eux, j'ai fait ce qu'ils pouvaient pour qu'ils réussissent. En ce moment, on a accompli notre mission. Parce que quand on fait ça, on a la satisfaction. Parce que le monde de la voiture continue à tourner. Mais ce que les gens vont retirer de vous, c'est ce que vous avez fait pendant que vous êtes là. Il faut faire en sorte que cette période reste l'une des plus inoubliables dans l'histoire de notre pays. Si on réussit ça, moi je pense qu'on aura fait l'utile. Dissémination des rapports 2020 et 2021 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives au Mali. Cet exercice vise à informer les membres de la commission finances et celle des mines, eau et énergie du CNT des résultats collectés à la suite des campagnes menées à l'intérieur du pays. Le reportage est signé Benoro Fofana et Abdoulaye Diarra. Au peuple malien de savoir où vont les recettes minières, comment sont gérées les ressources de son sous-sol, qui en sont les acteurs et les bénéficiaires. C'est dans cette optique que l'Initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE Mali, partage le contenu de ses rapports 2020 et 2021 avec les membres des commissions finances et des mines, eau et énergie du Conseil national de transition. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance. C'était un exercice vraiment profitable aux membres du Conseil national de transition, à tous les participants. Parce que pour les profanes qui ne connaissent pas les chiffres de l'exploitation minière, combien de tonnes d'or ont été réalisées en 2020-2021, combien de taxes ont été payées à l'État, qu'est-ce qui a été retenu dans ces revenus-là pour les collectivités, le Fonds de développement local, ils ont vraiment eu leur part d'informations là-dessus. En matière de chiffres, la dynamique est que il faut faire les réconciliations. Ça voudrait dire que ce que les sociétés disent avoir payé et ce que l'État dit avoir reçu. En 2020, c'est dans les 300 et quelques milliards et en 2021, environ 400 milliards. Et ça, c'est les chiffres. Maintenant, au niveau des patentes, c'est dans les 9 milliards et quelques qui ont été rétrocédés aux collectivités. En plus des chiffres, ces rapports renferment des informations capitales. En les mettant à la disposition des membres du CNT, elles contribueront à renforcer le débat public sur la bonne gouvernance du secteur minier. Nous souhaiterons également que nos échanges puissent porter, parce que c'était une demande fortement formulée, que nos échanges puissent porter sur les bénéficiaires effectifs, sur la production, sur les exportations et les paiements sociaux volontaires de ces entreprises dans notre pays. Les collectivités des régions de Caille et Sikasso ont reçu au titre des patentes des montants ci-après environ 9 milliards de francs CFA en 2020 et environ 10 milliards de francs CFA en 2021. Les recommandations issues au terme de cet atelier de dissémination seront remises aux différents acteurs concernés par le secteur minier. Et le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Sha'ban ou Sungalo Makono a été aperçu le samedi 10 février 2024 dans les villes de Bourem, région de Gao, et Gavinane, région de Nyoro. En conséquence, le mois lunaire Sha'ban ou Sungalo Makono a débuté au Mali le dimanche 11 février 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation rencontre les différents départements ministériels, et c'est pour faire le point de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Les détails avec Abdul Karim Kaba.
Discuter, échanger avec les différents ministères sur la mise en œuvre des recommandations. En clair, il s'agit à travers ces rencontres de parfaire ou de voir les actions réalisées conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Nous devons fournir des données probantes qui montrent que les actions sont réalisées ou pas. Et si c'est réalisé, quelle est la qualité de ces réalisations? Donc en définitive, notre rôle ici d'interagir avec les départements techniques, c'est pour collecter, vérifier les évidences fournies par les différents départements pour signifier que l'action est faite ou pas faite. Cette réunion de concertation concerne tous les départements ministériels et le ton est donné par les experts du département de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ensemble, les deux parties vont voir si réellement les actions prioritaires et non prioritaires ont eu des impacts sur la population. Les actions programmées au sein des départements, est-ce qu'ils ont réalisé l'ensemble des actions? Et si les actions ont été réalisées, quelle est la qualité de la réalisation des actions? Nous prenons donc ces informations et nous allons trianguler les informations avec la réalité terrain. Nous allons visiter là où c'est désigné que l'action a été réalisée pour voir effectivement si l'action a été réalisée dans les règles de l'art. Cette série de rencontres avec les différents départements dure 2 semaines. Et c'est à l'issue de ces concertations que le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, CNCR-ANR, finalisera son rapport, lequel rapport sera remis au président de la transition, colonel Assimi Goïta, le 31 mars prochain. Je vous l'annonçais au sommaire, les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien face à la presse pour échanger sur le processus. Le comité de pilotage a comme mission de préparer les conditions favorables à un dialogue direct entre Maliens. Les dispositions et les grandes lignes ont été dévoilées à la presse. Al Jumatina pour plus de détails. Installé le 5 février dernier avec comme mission de préparer les conditions favorables à un dialogue direct entre Maliens sans aucune interférence extérieure, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale rencontre la presse pour échanger sur le processus du dialogue institué par le président de la transition. Les Maliens sont demandeurs de ce dialogue intermalien. Il a été décidé par les plus hautes autorités que pour une fois, il faut changer de système. Demander à l'ensemble des Maliennes et des Maliens de se retrouver autour de l'essentiel, la recherche de la paix, la réconciliation nationale. Tous ces mots ne sont pas nouveaux dans notre pays. Il y a eu beaucoup de forats autour de ça. Jusqu'à présent, notre pays a des difficultés pour se retrouver. Comment nous pouvons se réconcilier entre nous? Comment nous pouvons nous parler entre nous sans armes pour le développement endogène de notre pays? Voilà les questions centrales auxquelles vous tous, journalistes et nous et les autres, devront répondre. Les journalistes s'interrogent sur l'opportunité de la mise en place de ce comité, les questions qui seront débattues pendant ces assises, des interrogations auxquelles le conférencier, non moins président du comité, apporte des éclairages. Tout sera dit, tout ce qui fâche va être dit. Et ça sera dit dans la convivialité, dans le respect, sans que les gens s'insultent. Il faut avoir un débat civilisé, un débat d'hommes responsables. Et on va dans toutes les communes, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, pour organiser ce dialogue entre les Maliens. Ça a été fait pendant les assises nationales. Mais quelque chose de nouveau va être réalisé cette fois-ci. Ce sera un dialogue innovant. Initié par le chef de l'État à la demande des Maliens et Maliennes, le dialogue selon le conférencier est une initiative salutaire, car il est une occasion importante pour les fils et filles de notre pays de proposer des solutions idoines pour une sortie définitive de la crise. Nous devons tourner la page
de ces moments difficiles, de ces moments de crise, pour revenir autour de la table, sous l'arbre à palabres, sous le togona, dans les vestibules, pour échanger et dire la vérité, les yeux dans les yeux, et demander pardon les uns aux autres. Il est important que nous parlions de cela. On demande aux Maliens de se mettre au travail. Notre pays souffre, les Maliens souffrent, il y a énormément de problèmes dans notre pays. Le plan d'action sera défini par les Maliens, parce que des résolutions seront prises, des recommandations seront faites et mises à la disposition des autorités qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est à eux d'appliquer ces différentes résolutions et recommandations issues des discussions de l'ensemble des Maliens et des Maliennes. Cette première rencontre du comité avec la presse s'est déroulée dans une atmosphère de convivialité et d'optimisme. Déjà à pied d'œuvre après s'être installé, le comité procédera le 26 février prochain au lancement de son atelier national pour examiner, amender et valider les termes de référence. Une rencontre importante qui verra la participation de l'ensemble des représentants des 19 régions, en plus du district de Bamako, ainsi que des Maliens de l'extérieur. Actualité régionale, première escale à Caille pour parler du dialogue national intra- et interreligieux pour la paix et la cohésion nationale. Des recommandations ont été formulées à la suite des 3 jours de travaux qui ont permis aux différentes confessions religieuses de la région de se retrouver autour d'un idéal commun. C'était aussi en présence de notre reporter Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. C'est un partenaire technique et financier satisfait qui s'est exprimé lors de cette cérémonie de clôture du dialogue national intra- et interreligieux pour la paix et la cohésion sociale à Caille. La satisfaction a été que ça a été fait dans la langue locale et cela a permis à tous les participants d'avoir une compréhension mutuelle et aussi de comprendre ce qui a été dit. Je tiens aussi à réitérer la disponibilité de Cheikh Faka Mangron à accompagner dans le cadre de Gisra ces genres d'initiatives qui prouvent la cohésion sociale et aussi le vivre ensemble. Nous, confessions religieuses de Caille, décidons au niveau interreligieux de maintenir et renforcer les canaux de concertation d'échange entre les différentes confessions, d'assurer une formation de qualité des leaders et responsables d'associations religieuses, de coopérer pleinement et entièrement avec les autorités administratives et les collectivités territoriales de la région, de jouer pleinement notre partition dans la sortie durable de la crise multidimensionnelle que traverse le Mali. Demandons aux autorités la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, renforcer la collaboration et la coopération avec les collectivités décentralisées, la protection et la valorisation des leaders responsables des structures religieuses en les dotant de macarons, cartes de priorité, appui matériel et financier. En ce qui concerne la mise en œuvre efficiente de ces recommandations, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes rassure. Tout ce qu'ils ont demandé et ils ont formulé comme recommandation est loyable. Ça veut dire que les autorités seront à l'écoute de l'exécution de tout ce qu'ils ont formulé. On est là dans le cadre de maintenir les ciments de dialogue et de solidarité entre les mêmes fils et les mêmes filles du pays. Les participants ont adressé des motions de remerciement à l'endroit du gouverneur de la région de Caille et du ministre Koné pour leurs efforts dans la consolidation des liens pour une cohabitation harmonieuse entre différentes religions dans la région de Caille. La loi d'orientation et de programmation de la justice 2020-2024 arrive à terme cette année. Les acteurs de la justice et leurs partenaires sont à Ségou pour une retraite sur la mise en œuvre de cette loi, les défis, les perspectives 2024, entre autres. Les détails avec Ramata Konaté et Bassi Traoré. Des conditions de détention à la construction et la réhabilitation des infrastructures, en passant par l'amélioration de la gouvernance de la justice, les lignes bougent et dans le bon sens, selon le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Mahmoudou Kassogué l'a fait savoir au cours d'une retraite à Ségou sur la loi d'orientation et de programmation de la justice 2020-2024. La création de certaines structures, notamment le pôle national économique et financier, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité,
la relecture de certains textes majeurs, notamment le code pénal et le code de procédure pénale, le recrutement de 200 auditeurs de justice, 125 surveillants de prison et 120 greffiers en chef. Des avancées remarquables ont également été enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre de la carte judiciaire, avec l'opérationnalisation d'une dizaine de tribunaux d'instance et de la Cour administrative d'appel de Bamako. Il y a également le renforcement des capacités des 194 acteurs de la justice, dont 45 femmes, en management des juridictions, informatique, en communication judiciaire, en droit de l'homme et en gestion du foncier agricole. L'assistance juridique et judiciaire pour 94 dossiers des détenus provisoires des maisons d'arrêt et des survivants des violences basées sur les genres de Mopti. Cet exercice est axé sur les actions menées en 2023, les défis et perspectives, ainsi que le plan opérationnel 2024. Tout en reconnaissant et en saluant les efforts inlassables de l'État et de ses partenaires pour l'avènement d'une justice accessible, crédible et forte, la société civile les invite à persévérer dans cette voie. Elle invite les acteurs de la justice à améliorer la qualité du service public de la justice. C'est un exercice dont le caractère essentiel est particulièrement souligné en cette dernière année de la feuille de route de la LOPJ, qui doit nous amener à essayer de maintenir à la fois l'ambition initiale de la LOPJ et puis bien sûr aussi qui doit nous amener à réfléchir au futur que l'on veut donner au secteur de la justice, au-delà de 2024. En perspective, on note la tenue des États généraux de la justice durant le deuxième semestre 2024, l'élaboration des nouveaux programmes de la justice pour une justice plus performante et plus proche des usagers. La ministre de la Santé et du Développement social et le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale étaient ce matin au CESCOM de Kati et c'était pour voir les réalisations faites par le projet Accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. Coût de réalisation plus de 33 milliards de francs CFA. Youssouf Diakité pour le reportage. Le ministre de la Santé et du Développement social et le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale sur le terrain à Katikoko. C'est pour constater de façon palpable les résultats obtenus par le projet Accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. Un projet dont l'objectif est d'améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé. Le projet a contractualisé avec 2265 formations sanitaires dans 4 régions du Mali, à savoir Koulikoro, Ségou, Mopti et Gao. On a reçu les félicitations pas plus tard qu'il y a moins d'un mois. On a reçu un chiwara du ministre de l'économie et des finances pour avoir été le projet le plus performant dans ce cadre-là. C'est un projet financé par la Banque mondiale, les Pays-Bas et le GFF depuis 4 ans. Le PACSI précise les intervenants a obtenu des résultats encourageants dans toutes ses composantes. Ce programme que nous soutenons et dont l'intitulé est d'assurer les progrès vers la couverture sanitaire universelle montre combien il est important d'investir justement en termes de formation du personnel, de recrutement du personnel, de construction de centres de santé, d'équipements, mais également d'approvisionnement en médicaments pour que les personnes, quel que soit leur niveau de revenu, puissent justement avoir accès à une meilleure santé. Nous avons vu véritablement qu'il y a des progrès. Nous sommes aujourd'hui plus que jamais convaincus qu'il faut pérenniser ces résultats-là, d'où notre engagement à financer une opération qui suivra celle-là, qui arrive à son terme, toujours dans un esprit de partenariat. Le ministre de la Santé et du Développement social s'est dû rassurer au regard des résultats obtenus par le projet. Aider quelqu'un, c'est bien, mais voir ce que la personne fait de ce qu'on lui donne, c'est encore mieux. C'est que ce projet tient à cœur aux plus hautes autorités qui veulent que la santé soit au plus proche des populations maliennes. Et on sait que la base de la pyramide sanitaire, c'est les centres de santé communautaires. Et si on a une bonne base, ça va permettre à ce que beaucoup de Maliens aient accès à la santé. Et le projet PACSU tire vers sa fin et comme le vice-président l'a dit, on va pérenniser, il y aura une autre phase qui sera là pour le bonheur encore de tous les Maliens
Et c'est le lieu de les remercier pour leur accompagnement. On est satisfait, on a vu que vraiment c'est un centre de santé communautaire qui peut prendre tout en charge. Au regard de ces acquis, le PACSI a été noté hautement satisfaisant par la Banque mondiale et jugé meilleur projet de son portefeuille de projets lors de sa dernière mission de revue au Mali. Le renforcement des ressources humaines, le redémarrage des activités de la radiothérapie, l'acquisition de nouveaux matériels et équipements, voilà entre autres défis que l'hôpital du Mali compte relever en 2024. Pour cela, l'hôpital compte sur un budget prévisionnel de plus de 5 milliards de francs CFA. Ces informations sont issues de la 23e session ordinaire de son conseil d'administration, compte rendu Balakissa Ouattara et Idrissa Traoré. L'année 2023 a été marquée par divers goulots d'étranglement à l'hôpital du Mali. L'obsolescence des équipements lourds tels que le scanner, l'IRM, le délestage intempestif ou encore l'insuffisance de box de consultation et l'inadéquation de certains locaux. Cependant, les résultats obtenus sont satisfaisants. En dépit des difficultés relatives à l'insuffisance du personnel et à la vétusté des équipements, l'hôpital s'est employé à réaliser la plupart des activités prévues en 2023. Les résultats obtenus ont été réalisés grâce à l'engagement de l'ensemble du personnel de l'hôpital, mais aussi à l'apport précieux de nos collègues de la mission médicale chinoise. Mais par moments, certaines insuffisances créent de la tension entre personnel et usagers de l'hôpital. Là-dessus, la directrice générale la rassure. Je suis convaincue que le personnel de l'hôpital du Mali va relever ces défis pour stabiliser et pour quand même, parce que nous sommes un espoir pour la population. Donc on est obligé à ce que tout aille bien pour qu'on puisse en tout cas satisfaire nous-mêmes, parce que la population, c'est nous-mêmes, nous sommes tous des potentiels malades. En perspective, l'hôpital du Mali compte élargir son plateau technique. Autre bonne nouvelle pour les malades du cancer, le redémarrage de la radiothérapie et le développement des activités de la PMA, procréation médicalement assistée, qui enregistre d'ailleurs des résultats promettants avec 10 grossesses confirmées. L'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a tenu sa session ordinaire 2024. Il s'agissait de faire le bilan des activités et l'état d'exécution du budget de 2023, le projet de programme ainsi que le projet de budget 2024 pour examen et validation. Reportage à Nouroum Sissoko. La session ordinaire 2024 de l'Assemblée consulaire de la CECIM, Chambre de commerce et d'industrie du Mali, passe en revue les activités de 2023 marquées par des investissements productifs, la construction et la réhabilitation de sièges dans les chefs-lieux de région, l'animation du secteur économique. Les délégués ont aussi examiné le projet de programme 2024 pour sa validation. Nous étions dans les chantiers de restauration de nos sièges à Mopti, à Sikasso, l'équipement de Tombouctou, la restauration de Kidal, la finition du chantier de Gao et l'équipement de toutes ces chaises. Nous avons tenu le forum de relance économique à Ségou. Nous avons tenu le mois de consommer local à l'occasion de la semaine commerciale du Mali, c'est commun. Et nous avons appuyé les organisations des acteurs de marché à tenir la foire de fin d'année. L'Assemblée a notamment fait le point sur l'état d'exécution du budget de l'exercice écoulé et analysé celui de 2024 pour mieux accompagner les autorités de la transition. Cette Assemblée générale intervient dans un contexte marqué par de grandes mutations structurelles au niveau de notre pays. Ces mutations structurelles doivent être aussi au cœur du dispositif d'action de la Chambre du commerce et de l'industrie. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que le secteur privé a de l'écoute auprès du gouvernement de la République du Mali, que le secteur privé est au cœur de l'ensemble des préoccupations que le gouvernement est appelé à mettre en jeu. Je peux vous assurer que l'ensemble des conclusions et recommandations qui sortiront des présences assises seront examinées avec la plus grande attention par le gouvernement de la transition. Cette session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a regroupé les délégués venus de toutes les régions.
Commémoration ce 20 février de la Journée internationale des victimes de catastrophes aériennes. Elle a été initiée pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie et porter assistance à leurs familles. La cérémonie initiée pour l'occasion a été marquée par une projection sur l'évolution du secteur aéronautique et les différents crashs, gestes symboliques aux familles des victimes et une lecture de Saint-Coran pour le repos de l'âme des disparus. Le point avec Tchemoko Konati. Sekou Danyoko, 85 ans, est un employé d'Air Mali à la retraite. Il est l'un des 13 rescapés d'un crash d'avion survenu le 11 août 1974, alors que le vol revenait d'une Umrah. Crash qui a causé la mort de 59 personnes, affligeant leurs familles respectives. M. Danyoko dit avoir subi une fracture à la clavicule, en plus de des égratignures. On est parti de Jeddah, on a fait un refueling à Khartoum, on a pris du carburant. On ne s'est pas posé à Djamena parce qu'on avait un vent favorable. On devait se poser à Niamey où il y avait des passagers qui débarquaient. Arrivé à Niamey, il y avait un mauvais temps. Il fallait dégager sur Ouaga. Quand on a survolé la piste, on a bien vu, moi j'ai bien vu, le radio qui disait « je vous reçois 5 sur 5 pistes en vue ». Mais le temps de faire la manœuvre et revenir, l'avion est tombé à 47 km de la piste de Ouaga. Ce crash d'avion est un exemple assez illustratif parmi tant d'autres ayant marqué l'histoire de l'aviation civile au Mali. Permettez-moi de rendre hommage au nom de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures et à mon nom propre à toutes les victimes d'accidents d'aviation civile partout dans le monde, particulièrement celles de 1966 aux Alpes françaises, 1974 à Ouagadougou, 1983 à la verticale de Kati, 1984 à Tombouctou et récemment en 2014 à Boulkessi. Pour atténuer les risques d'accident et porter assistance aux rescapés et à leurs familles, l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, leur a dédié le 20 février. Aussi, la journée se veut un moment de recueillement envers ceux qui ont perdu la vie. Prions le bon Dieu pour le repos éternel de leur âme. Mais pensez-vous également à l'endroit des rescapés d'accidents, j'allais dire des miraculeux ici présents. Cette journée d'hommage aux victimes des catastrophes aériennes est à sa 3e édition, mais célébrée par le Mali pour la 2e fois. Entre autres faits marquants de la cérémonie, projection sur l'évolution du secteur aéronautique et les différents crashs, gestes symboliques aux familles des victimes et lecture de Coran pour le repos de l'âme de ceux qui ont perdu la vie. En prélude à la journée de la protection civile, la Direction générale de la protection civile a organisé un exercice de simulation portant sur la mise en œuvre du plan de nombreuses victimes appelé Plan Novi, qui consiste à montrer la capacité et la modernisation de la protection civile. On en sait plus avec Abdulkarim Kaba. Avec les effets du changement climatique, les catastrophes, leur impact sur les personnes et l'environnement sont de plus en plus fréquentes. La gestion de ce phénomène demande plus de moyens en matière de personnes et de matériel. Pour réduire considérablement cette grande mobilisation de matériel et d'hommes, et surtout pour répondre facilement en un temps record, la Direction générale de la protection civile a mis en œuvre le plan de nombreuses victimes appelé Plan Novi. Ce plan Novi permet de mettre en évidence les forces des soldats du feu pour secourir les services de secours médicaux et d'incendie. On a besoin de pouvoir gérer nos opérations avec le minimum de moyens lorsqu'on a une technologie très bien approfondie. C'est pourquoi vous avez constaté que nous intervenons avec des drones, nous intervenons avec un système qu'on appelle le système géographique et qui permet de pouvoir gérer nos interventions sans pourtant déployer sur le terrain. Au niveau des opérations sur le terrain, ils sont visualisés au niveau de notre centre de coordination des opérations de secours et à travers ces technologies. L'application de ce plan permet à la protection civile du Mali d'évaluer ses performances avec les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Cet exercice, c'est pour évaluer la capacité opérationnelle en personnel, en matériel et la coordination entre les différents intervenants. La mise en œuvre du plan de nombreuses victimes Plan Novi est une coordination entre les pompiers, les hôpitaux et les différents acteurs du Plan Novi. Rappelons que le thème retenu cette année pour la journée est les technologies innovantes au service de la protection civile.
Un mot de politique à présent. Le parti Alliance pour la solidarité et convergence des forces patriotiques ASMA-CFP a tenu son 3e congrès ordinaire. Des militants venus de toutes les régions du pays étaient au rendez-vous pour parler de la vie du parti, les défis et les perspectives. Reportage Mamadou Fani. L'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques ASMA-CFP, se penche sur son avenir à travers ce 3e congrès du parti. Les militants du parti se réunissent pour échanger sur la vision du père fondateur du parti et les stratégies pour rendre le parti encore plus fort. Ce 3e congrès de notre parti se tient à un moment crucial de la vie du parti. Il est l'occasion pour nous, militants et membres du parti, de faire le point sur l'état d'exécution des différentes recommandations issues du 2e congrès ordinaire, mais aussi et surtout de faire le point sur la vie du parti et de ses structures. De discuter entre nous afin de déterminer les grandes orientations de notre parti pour faire face aux nouveaux défis qui nous assaillent, avec comme guide la devise de notre parti, unité, travail, solidarité. Ce 3e congrès de l'ASMA est placé sous le signe de la continuité dans l'action qui a toujours caractérisé les valeurs de son fondateur selon le président du parti. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous engager à poursuivre ces actions. Nous devons exprimer notre détermination à maintenir la flamme de l'espoir et de la démocratie allumée dans notre pays. La continuité dans l'action est la clé de notre réussite. Nous ne devons pas faiblir, ni nous laisser décourager par les obstacles qui peuvent se dresser devant nous. Son combat pour la démocratie et le développement du Mali continue d'inspirer notre quête de justice et d'équité. Pour atteindre ces objectifs, le président du parti a insisté sur l'unité entre les militants du parti, mais aussi l'ensemble des partis politiques du Mali. Plusieurs partis sont venus apporter leur soutien à l'ASMA-CFP, un soutien hautement apprécié par le président du parti. Le Parti progressiste africain 38 Nyeta lance officiellement ses activités pour contribuer à l'animation de la scène politique nationale. L'un des objectifs du Parti 38 Nyeta est de contribuer à la lutte pour un développement durable. Un reportage Youssouf Diakité et Julie Traoré. L'espace politique malien s'agrandit avec le lancement ce samedi 17 février 2024 des activités du Parti progressiste panafricain 3P Nyeta. En lançant ces activités, le Parti progressiste panafricain entend apporter sa pierre à la construction nationale. L'opportunité de la création d'un parti politique par ces temps tumultueux pour la classe politique nationale. Cependant, c'est là que notre démarche tire sa source, car elle s'engage résolument dans le renouveau de la vie politique dans le Mali-Croix. Oui, le 3P Nyeta sera ce parti naissant du renouveau démocratique du Mali, tant par la volonté de ses membres fondateurs qui sont prêts à l'animation politique que par les idées politiques, économiques, sociales et environnementales, qui défendront pour se distinguer nettement dans les futurs débats électoraux. Au regard actuellement de la complexité des défis à relever pour l'atteinte véritable du développement durable, le Parti progressiste panafricain a décidé d'accompagner le gouvernement de la transition dans toutes ses initiatives allant dans le sens du développement économique et la stabilisation du pays. Les partis amis invités pour la circonstance ont joint leur voix à celle de 3P Nyeta pour saluer les efforts consentis par les autorités de la transition. Voilà, c'est bien le Parti progressiste africain 3P Nyeta. La rentrée littéraire en collaboration avec le Club Acte 7 vient de procéder au lancement de la journée de la lecture. L'événement a enregistré la participation d'une vingtaine d'établissements scolaires. Mariam Koulibaly. La journée de lecture ainsi lancée enregistre la participation d'une vingtaine d'établissements scolaires. Elle consiste à former environ 24 enseignants et 48 élèves aux différentes techniques de lecture à haute voix. L'objectif recherché, c'est d'avoir une politique de la littérature, notamment créer un réseau de diffusion pour les lecteurs, pour les libraires, pour les éditeurs, pour le livre en entier. L'événement qui s'inscrit dans le cadre des activités de la 16e édition de la rentrée littéraire du Mali est marqué par l'ouverture de la librairie et le vernissage de l'exposition L'ombre portée. C'est une courte pièce de 25 minutes qui prend la forme d'une exposition avec 7 photos
chaque photo représente une scène. C'est un dialogue entre un photographe et une petite Palestinienne qui est à l'ombre du mur de la Palestine, qui sépare la Palestine du reste du monde. Alors le photographe qui a pris la photo en 2009 se demande qu'est-ce qui est arrivé à cette petite fille-là depuis tout ce temps. Est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle a réussi à traverser le mur? Les hommes, où qu'ils se trouvent, éprouvent des difficultés à asseoir, à consolider leur vivre ensemble. La solidarité, l'écoute, la compréhension, la connaissance mutuelle, le désir d'avancer ensemble sont devenus aujourd'hui plus que nécessaires. La rentrée littéraire du Mali vient s'inscrire dans le cadre de la reconquête de ces valeurs. Le ministre invite les élèves à aller vers les livres, à lire et à toujours lire. En images, et nous restons avec les amoureux de la lecture pour vous informer de la disponibilité de ce livre intitulé « Ma vie avec la drépanocytose » dans les librairies. Son auteur est Khadija Mokhtar Touré. L'œuvre est un outil d'information et de sensibilisation sur cette maladie très répandue dans notre pays. Un livre à lire absolument pour plus d'informations et de conseils. Retour à l'actualité régionale. Le gouverneur de la région de Mopti a rendu visite aux blessés de l'accident de la circulation sur la route nationale 6 entre Kessédougou et Ouan sur l'axe Mopti-100, admis à l'hôpital Sominé Dolo de Sévaré. Il apporte ainsi les messages de soutien et de compassion des autorités de la transition. Reportage Omar Maïga et Suleiman Tepsougué. Suite à la collision d'un camion 10 tonnes de transport roulant en sens inverse avec un car de la compagnie Diara Transport entre Kessédougou et Ouan, ayant fait état de 15 morts et 46 blessés, dont des cas graves sur la route nationale 6, le gouverneur de la région de Mopti, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à l'hôpital Soumino Dolo de Sévaré pour apporter les messages de soutien et de compassion des autorités de la transition. Quand de pareils cas arrivent dans la région, nous avons un schéma suivant lequel les élus, l'administration et les services techniques se regroupent pour venir au chevet des malades et leur souhaiter prompt établissement. Une mention spéciale a été accordée à la direction et à l'équipe technique de l'hôpital Soumino Dolo et au personnel de Diara Transport pour le professionnalisme dans la prise en charge des blessés. On vient de procéder dans un premier temps à la remise des ambulances dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, qui est déjà une prémisse de soulagement des malades des suites d'un accident tragique qui est survenu. Un malheur, c'est de profiter, visiter l'hôpital régional de Mopti, qui avait bénéficié de certains matériels au standing, le scanner 268 barrettes, qui est pratiquement le seul au Mali. Le gouverneur de la région de Mopti s'est aussi réjoui du soutien logistique accordé à la direction régionale de la santé de Mopti, qui vient de bénéficier de 5 ambulances avec des équipements modernes, fruits des œuvres sociales du président de la transition, et 10 pick-up, dont 8 pour les districts sanitaires de la région de Mopti, dans le cadre du projet d'urgence de lutte contre le Covid-19 et du Fonds mondial. 31e édition de Ziara en la mémoire de l'imam Ousmane Aïdara dit Kalafo. L'événement religieux est organisé chaque année par la famille et les disciples du regretté imam. Cette année, l'accent a été mis sur la dimension religieuse de l'homme, sur son parcours, ses œuvres. Al-Jumatina. 31e édition de la Ziara organisée en la mémoire de l'imam Cheikh Ousmane Aïdara dit Kalafo. Durant 3 jours, les fidèles musulmans venus de divers horizons ont célébré l'illustre disparu imam Ousmane Aïdara Kalafo qui aura consacré toute sa vie au rayonnement de la religion musulmane. La présente ziara, à l'instar des précédentes, a été une occasion pour les disciples du grand érudit, sa famille, ses amis et plusieurs autres couches de lui rendre hommage à travers des séances de lecture du Saint-Coran et des prêches. Étymologiquement, la ziara signifie rendre visite à quelqu'un de son vivant ou bien après sa mort. Ça nous aide à corriger nos défauts, à adopter un bon comportement dans notre vie d'ici-bas. Et ça nous appelle aussi les œuvres monumentales que ces hommes de Dieu ont fait durant toute leur vie. C'était un grand érudit. Il a à son actif une trentaine de livres sur le droit musulman, sur la traduction du Coran, sur la grammaire, sur la conjugaison en arabe.
Le regroupement religieux a été mis à profit par les fidèles pour faire des prières et des bénédictions pour le pays. Vous aurez dans les programmes juste après ce journal un magazine sur Malikura Biométrie, le nouveau système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. On se rappelle, a été lancé mardi dernier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Malikura Biométrie est une expression de notre souveraineté numérique à retrouver juste après ce journal dans les programmes. Ainsi prend fin cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Je serai là demain également pour la grande édition. Vous aussi, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et nos grands-pères nous enseignaient la patience en disant qu'on ne tire pas une fleur pour la faire pousser. On l'arrose et on la regarde grandir patiemment. À méditer. Bonne fin de soirée à tous.